Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur du cours, et je vais vous apprendre ce que c'est qu'une variable aléatoire suivant une loi de densité. Donc, les prérequis, c'est évidemment de savoir ce que c'est qu'une densité de probabilité. On va rappeler quand même ça évidemment. Je vais vous donner plein d'exemples de densité de probabilité et on va voir comment, grâce à ces fonctions-là, on peut, calculer des probabilités. Voilà. Et je vous apprendrai, on va dire, les quelques règles essentielles pour se débrouiller tranquillement dans ce domaine. Ce qu'on peut dire, c'est que les phénomènes qui nécessitent de calculer des probabilités, ils sont gérés par ce qu'on appelle donc des fonctions de densité. C'est des fonctions qui permettent de voir comment se répartissent les différentes probabilités des événements. Et donc, chaque événement va répondre à une fonction de densité différente qui peut être une constante. Et dans ces cas-là, on parlera d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme. On peut avoir des fonctions décroissantes ici avec une exponentielle. On parlera de la loi exponentielle. Ou alors, plus connu mais plus difficile à manipuler, ce qu'on appelle la courbe de Gauss, la répartition selon la loi normale. Voilà. Et après, on a des exemples un peu divers et variés. Donc, on est parti. Première chose que je vais vous rappeler, d'abord, c'est qu'est-ce que c'est qu'une densité de probabilité. Une densité de probabilité, c'est une fonction f définie sur un intervalle i, qui peut être borné ou non borné, et qui a trois propriétés. Alors évidemment, je vous invite à voir la vidéo là-dessus, et des exemples. Alors il faut votre fonction, donc déjà, il faut qu'on ait un intervalle i. Alors i peut être borné ou non, d'accord, i, alors dans les exemples, vous voyez, je vais donner plein d'exemples. Le premier, on a un intervalle 0, 1, vous voyez, la fonction, elle vaut 1 sur cet intervalle. Le deuxième exemple, on est sur 0, 2. Troisième exemple, j'ai encore pris 0, 1. Cette fois-ci, on a une courbe, c'est un morceau de parabole. On a ici une courbe d'une fonction affine. Là, on est sur 0, 2. On a ce qu'on appelle ici une courbe de Gauss. Alors, il y a des propriétés que j'expliquerai. Celle-là, elle est définie sur R. Donc, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et une dernière, ce qu'on appelle ici une fonction exponentielle décroissante. Et ça, c'est défini donc sur R+, donc c'est de 0 à plus l'infini. Vous voyez, il y a plein de fonctions de densité différentes. Et donc, le point commun de toutes ces fonctions que j'ai tracées ici, toutes ces courbes, c'est que d'abord, vous avez devant vous des fonctions qui sont toujours positives sur l'intervalle considéré, ce qu'on appelle le support, est positif donc sur l'intervalle i. La fonction est continue, vous voyez, elle se trace en un seul trait ici, on ne saute pas, il n'y a pas de trou. Donc f est continue sur notre intervalle. Et une troisième propriété qui va être essentielle, c'est que l'air sous la courbe, vaut 1, vaut une unité d'air. Unité d'air, autrement dit, l'intégrale sur l'intervalle i de la fonction f, c'est égal à 1. Alors ça pose quelques difficultés quand l'intervalle est à des bornes infinies. Donc ça, je vous invite évidemment à aller revoir la vidéo où vous expliquez comment on calcule des intégrales avec une borne infinie. Mais ici, vous voyez, ce que je peux dire, c'est que chacune des courbes que j'ai données, elle a une particularité. Quand vous regardez l'air qu'on a sous la courbe, ici, à chaque fois, ça vaut 1. Vous voyez, là, c'est le rectangle unité. Ici, j'ai pris un rectangle de base 2, mais de hauteur 1,5. Ici, on a 1, je ne peux pas vous le démontrer comme ça visuellement, mais ça, c'est une courbe connue, c'est la courbe de 3x2. Ensuite, on a ici un triangle de base 2, hauteur 1, donc base fois hauteur divisé par 2. L'aire de ce triangle, c'est bien 1. Ici, une courbe, alors là, courbe qu'on appelle de Gauss, très compliquée, l'intégrale à calculer, mais je vous le dis, on a bien une intégrale 1, alors il y a une petite partie ici, là-dessous, et là, fonction exponentielle, ici, on a une aire de 1. Voilà, tout ça, évidemment, j'ai fait ça avec GeoGebra. Je peux vous garantir que les aires qui sont sous les courbes ici valent bien. Donc toutes ces courbes, c'est bien des courbes de fonctions qu'on appelle des densités de probabilité, donc sur intervalle vraiment donné. On peut avec chacune de ces fonctions de densité, ou densité de probabilité, on peut créer ce qu'on appelle une variable aléatoire qui suit justement la loi de densité. Alors qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que notre variable aléatoire grand X, on va pouvoir calculer grâce à cette densité de probabilité, on va pouvoir calculer les probabilités que X appartiennent à un domaine, à un intervalle, grâce à des calculs d'intégrale. Et la propriété, c'est tout simplement, la probabilité que X appartienne à un intervalle J, ça sera l'aire du domaine
que j'ai appelé D dans la propriété, qui est en fait l'aire sous la courbe, mais sur l'intervalle J. Et on va faire comme ça plein de petits exemples pour montrer comment on peut illustrer ça avec justement ces quelques fonctions que je vous ai données. Alors tout de suite, premier exemple, donc avec ma courbe ici, constante, de 0 à 1, elle vaut 1. Et on va donc considérer une variable aléatoire grand X qui suit donc la loi de densité F, d'accord, donc sur 0,1. Alors ça, c'est bien compliqué, hein, c'est des mots nouveaux, loi, densité, voilà, ça c'est très compliqué. Imaginez donc, je cherche à calculer la probabilité que x soit entre 0,2 et 0,4. Et bien pour ça, je vais devoir calculer l'intégrale de 0,2 à 0,4 de la fonction donc f de x, ici, et dx. Graphiquement, vous voyez que ça va correspondre donc à calculer l'intégrale, parce que la fonction est positive, donc calcul d'intégrale, quand la fonction est positive, c'est relié à un calcul d'aire. Je vais donc devoir calculer l'aire ici de cette zone ici, qui est entre donc 0,2 et 0,4. Vous voyez bien qu'au maximum, ma probabilité, comme l'aire totale vaut 1, au maximum, ma probabilité fait bien au maximum 1, donc on est bien dans le cas des probabilités. Ici, mon aire entre 0,2 et 0,4, soit vous calculez par des calculs d'intervalle, soit par un calcul d'aire. Ici, j'ai pris un exemple simple, on n'a que des rectangles, donc ce rectangle ici, il a une base, vous voyez, sa base ici c'est 0,2, sa hauteur c'est 1, donc la probabilité, ici ça sera 0,2. Donc vous avez 20% de chance que la valeur de x se situe entre 0,2 et 0,4. Autrement dit, c'est comme si vous choisissiez un point au hasard dans ma zone donc, de 0,1, donc dans ce ici carré. Imaginez, je choisis un point au hasard dans ce carré et je m'intéresse à la probabilité de tomber dans la zone verte. La zone verte, vous voyez, elle représente 1/5 de ma zone totale. Donc ici, eh bien 0,2, effectivement, j'ai 1/5. J'ai donc une chance sur 5 de choisir un point qui est entre 0,2 et 0,4 dans ma courbe. Et vous voyez bien qu'en fonction de la forme de la fonction ici, eh bien vous aurez comme ça des calculs qui peuvent être très simples ou des calculs qui peuvent être très compliqués. Une remarque aussi qu'on peut faire dès le début, c'est que grand X, donc ma variable aléatoire, si elle a une loi de densité, si elle suit la loi de densité F, donc sur intervalle 0,1, ça veut dire que déjà, grand X prend des valeurs entre 0 et 1. Grand X ne peut pas être plus grand que 1 ici et ne peut pas être plus petit que 0. Deuxième exemple, avec ma deuxième fonction constante, mais cette fois-ci, donc c'est sur l'intervalle 0,2. Donc si je m'intéresse à la probabilité, par exemple, d'être entre 0,2 et 0,4, eh bien ça va différer un petit peu, parce que l'aire que vous trouvez entre 0,2 et 0,4, elle est plus petite par rapport à mon aire totale ici. D'accord ? Ici, ma base est toujours de 0,2, mais ma hauteur maintenant est de 1,5. Donc, la probabilité que je tombe dans cette zone verte, en choisissant un point qui est donc dans ma zone ici, dans mon rectangle rouge ici, la probabilité va être plus petite. D'accord ? Et donc, pour la calculer, c'est base fois hauteur, 0,2 fois 0,5, ça fait 0,10, donc 0,1. On a une chance sur 10 ici de tomber dans la zone verte. Donc la probabilité que notre variable grand X vale entre 0,2 et 0,4, elle vaut 1/10. Dans ces exemples avec des fonctions constantes, la probabilité est reliée directement à la largeur de l'intervalle. Autrement dit, si j'avais demandé la probabilité d'être entre 0,5 et 0,7, eh bien, vous auriez trouvé exactement le même nombre. Parce que 0,5, eh bien, je l'ai ici, et 0,7 c'est là. On aurait eu la même largeur, donc j'ai la même probabilité d'être entre 0,5 et 0,7 qu'être entre 0,2 et 0,4. Ça, c'est vraiment lié à la nature constante de la fonction de densité. Quand les fonctions comme ça de densité sont des constantes, on dit que x suit une loi uniforme. Autrement dit, la probabilité que vous avez calculée est directement proportionnelle à la largeur de l'intervalle considéré. Et ça sera la première loi qu'on étudiera en particulier. Donc c'est ce qu'on appelle les lois uniformes. Donc les lois uniformes, on fera une vidéo là-dessus, où la probabilité d'un événement est reliée directement à la largeur de l'intervalle qu'on considère. On utilise ces lois uniformes, par exemple, quand on choisit un nombre au hasard entre 0 et 2. Voilà. Quand on dit au hasard, ça veut dire qu'il y a autant de chances
qu'on le choisisse entre 0,2 et 0,4 qu'entre 0,5 et 0,7. Vraiment, le hasard, il va être lié directement à la taille de l'intervalle que vous vous fixez. Donc ça, c'est des lois assez simples. Alors évidemment, toutes les lois ne sont pas des fonctions de densité qui sont constantes. Et par exemple, on pourrait considérer cette fonction-là. D'accord? Alors ça, la fonction f, c'est une fonction affine, même linéaire. Ici, c'est la fonction... Alors, on a f de x égale 1 demi de x. D'accord? L'air vaut bien 1. Comment calcule-t-on une probabilité? De la même façon, ici, par exemple, si je veux la probabilité d'être entre 0,2 et 0,4, graphiquement, eh bien, vous êtes donc ici, dans cette zone-là. Alors, je vais la garder en vert. Voilà. Quelle est la probabilité que vous tombiez donc dans cette zone-là par rapport à ma zone totale? Ma zone totale, vous voyez, c'est ce grand triangle rouge, ici. Et donc là, j'ai très peu de chances, vous voyez, d'être entre 0,2 et 0,4. Parce que la forme de la courbe va vous faire augmenter finalement les probabilités d'être à droite plutôt qu'à gauche. Donc ici, eh bien, comment on calcule une probabilité ici? On peut faire un trapèze, par exemple. Vous avez un trapèze. Ici, alors, je vais écrire le trapèze. On a une petite base ici. Alors, la hauteur, là, c'est 0,2. Ici, on est en 0,2, donc c'est 0,1. Et on a donc une hauteur qui est de 0,2. Donc, propriété, pour calculer la surface, enfin l'aire d'un trapèze, c'est petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. Ce qui me donne ici 0,3 fois 0,2, donc 0,06 sur 2, qui fait 0,03. Donc on a 3% de chance d'être dans cette zone ici par rapport au total. Alors on pourrait calculer ça aussi avec une intégrale. L'intégrale de 0,2 à 0,4 de ma fonction, je vous ai dit, c'est 0,5x dx, donc il me faut une primitive. Donc ça fait x2, alors quand on dérive x2, ça fait 2x, donc j'ai un quart de x2, là, entre 0,2 et 0,4. Donc ça me fait 0,4 au carré. Donc, un quart de 0,4 au carré, un quart de 0,16, moins un quart de 0,2 au carré, 0,04. Ça fait donc un quart de 0,16 moins 4, 0,12. Un quart de 0,12, ça fait effectivement 0,03. Donc on retrouve, vous voyez, le calcul qu'on a fait par des formules géométriques, on peut le faire par des calculs d'intégrale. Ici, regardez, si je calcule la probabilité d'être entre, par exemple, 1,6 et 1,8. On a une aire qui a la même base, on est ici, voilà. Par contre, vous voyez bien que, comme la courbe de f, eh bien, f est croissante, donc la zone verte ici, ma deuxième zone, est beaucoup plus grande. Donc, on n'est pas du tout dans le cas de cette loi uniforme qu'on a dit. Vraiment, ici, on va trouver une zone beaucoup plus grande, avec une base qui est toujours de 0,2, mais par contre, les hauteurs, ici, eh bien, étant plus hautes, on va trouver une probabilité beaucoup plus grande. Il existe aussi donc, des fonctions de densité avec des exponentielles décroissantes, donc du type lambda exponentielle moins lambda x, ça c'est la fonction de densité, et ça donne ce qu'on appelle des lois exponentielles. Ici, vous voyez qu'on a une fonction décroissante, donc si vous calculez la probabilité d'être entre 1 et 2, eh bien vous aurez beaucoup plus que la probabilité d'être entre 6 et 7. Donc encore une fois, le calcul de probabilité, là, il va être plus compliqué parce que ce n'est pas directement proportionnel à la base. Il va falloir faire un calcul avec des intégrales et donc ici calculer des primitives. Alors je peux vous faire le calcul entre 1 et 2. La fonction que j'ai donnée ici, c'est 0,3 exponentielle moins 0,3x. Donc on va calculer, si vous voulez, la probabilité d'être entre 1 et 2. Là, on est obligé d'avoir recours à un calcul d'intégrale. Donc la probabilité que notre variable aléatoire grand X, qui suit la loi de densité ici, de probabilité f de x, ici, si je veux la probabilité d'être entre 1 et 2, je vais donc calculer l'intégrale de 1 à 2 de 0,3 exponentielle moins 0,3x dx. Donc il me faut une primitive. Alors ça va parce que celle-là, elle est simple. C'est moins exponentielle moins 0,3x. Tout ça, évidemment, on en parlera dans un chapitre, donc chapitre sur la loi exponentielle. Cette intégrale, donc elle est facile à calculer, ça fait moins exponentielle moins 0,6, et je remplace ensuite x par 1, ce qui me donnera moins, donc plus exponentielle moins 0,3. Et on trouve, vous voyez, une probabilité, bon après,
on prend une calculatrice et on donne une valeur approchée. Mais là, les calculs se font obligatoirement par une recherche de primitive. On n'a pas le choix. Et je répète, ici, par exemple, dans cet exemple, grand X a des valeurs qui appartiennent forcément à l'ensemble 0 plus l'infini. Donc si vous cherchez, par exemple, des probabilités que X soit entre moins 3 et 4, vous allez tout de suite transformer ça. X ne peut pas être négatif, donc ça sera la même chose que la probabilité d'être entre 0 et 4. D'accord? Donc ça, c'est réglé. Alors, dernière fonction que je voulais vous montrer, ce qu'on appelle la fonction courbe de Gauss. Les courbes de Gauss, ce sont les courbes représentatives des fonctions qui ont cette formule-là. Alors, ici, moi, j'ai pris évidemment un exemple. J'ai pris un exemple avec le nombre sigma qui s'appellera l'écart type, sigma égale 3, et j'ai pris mu égale 2. Ça me donne la fonction ici, vous pouvez tracer sur GeoGebra, 1 sur 3 racine de 2 exponentielle moins x moins 2 au carré sur 2 fois 3 au carré, donc ça fait sur 18. Voilà. C'est une fonction très complexe, et si vous voulez calculer l'intégrale, eh bien vous n'y arriverez pas comme ça, parce que la primitive, elle est impossible à trouver en terminale, et donc on est bloqué. Ce qui fait que pour utiliser les variables aléatoires qui suivent des lois de densité associées à ces fonctions-là, il va falloir utiliser des programmes dans la calculatrice, et on est là, on rentre dans un chapitre, ça sera le dernier de l'année sur ces lois continues, on est sur ce qu'on appelle les lois normales. Donc, il y a 3 types de lois connues, en fait, et simples, qu'on peut faire assez vite, ce qu'on appelle la loi uniforme, avec des fonctions de densité qui sont constantes sur un intervalle, des lois qu'on appelle exponentielles, avec des fonctions sous la forme lambda exponentielle moins lambda x, lambda s'appellera le paramètre, et ça sera sur 0 plus l'infini, et des lois qu'on appelle les lois normales. Alors là, la fonction f, je ne vais pas la recopier, c'est celle que j'ai écrite ici, d'accord, qui donne ce qu'on appelle des courbes de Gauss, et qui sont utilisées quand les choses se répartissent de façon, on va dire, normale. Vous avez comme ça une courbe avec un sommet ici. Vous avez donc au milieu la moyenne, et c'est réparti de façon harmonieuse et symétrique par rapport à cette moyenne. Voilà. Il y a tout un chapitre là-dessus, très intéressant, évidemment, que je vous conseille d'aller voir. Alors maintenant, on va voir les propriétés communes à toutes ces variables aléatoires et ces calculs de probabilité avec des densités de probabilité. Alors une chose déjà très très importante, c'est que si on prend une valeur isolée, eh bien la probabilité que x soit égal à cette valeur, c'est toujours égal à 0. Alors, tout de suite, je m'explique. La probabilité que x soit égal à une constante c, ça veut dire que si c appartient à mon intervalle i, là où est définie ma fonction de densité, eh bien ici, d'après le cours, la probabilité d'ailleurs, avant de la mettre sous forme intégrale, x égale c, on pourrait très bien dire que c'est x entre c et c. Et donc, ça donnerait l'intégrale de c à c de f de x dx. Et donc ça, on sait que ça donne 0. Quand on intègre une fonction d'une borne à cette même borne, on trouve 0. Donc la probabilité d'avoir x égale une valeur constante, elle est nulle. Alors ça se comprend. Effectivement, vous avez une zone, alors je vais prendre cette zone-là. Voilà. La probabilité, par exemple, de choisir dans cette zone x égale 1, eh bien, elle est nulle. Parce que, évidemment, entre 0 et 2, vous avez une infinité de valeurs. Un segment, c'est une infinité de valeurs. Donc la probabilité de tomber exactement sur 1, eh bien, elle est nulle. D'ailleurs, si vous comptiez donner une valeur à cette probabilité pour avoir 1, vous donneriez la même pour égal à 1,2, 1,4, etc. Et la somme, eh bien, ne pourrait pas faire 1 à la fin. Donc il va bien falloir accepter ça. La probabilité que x soit égal à une valeur fixe, quand on est sur des probabilités continues, elle est nulle. Ça, c'est vraiment une des règles essentielles. Et ça va nous amener à plusieurs propriétés. Donc je répète ici, si on vous demande par la probabilité que x soit égal à 1, vous pouvez directement écrire 0. Probabilité que x soit égal à 1,1, ça fait 0. Probabilité que x soit égal à 1,2, ça fait 0, oui, etc. N'importe quelle valeur que vous avez entre 0 et 2 a une probabilité nulle d'arriver. Voilà, ça peut vous surprendre, mais c'est la base, on va dire, la base 1 des lois continues. Et ça va être valable quelle que soit donc votre densité de probabilité. Ici, c'est pareil, la probabilité x est entre 0 et 2. La probabilité que vous choisissiez x égale à 1, eh
bien, on admet que cette probabilité, elle vaut 0. Parce que quand vous regardez l'intégrale, au niveau d'une aire, ça fait une aire d'un trait qui n'a pas de... Enfin, la base vaut 0. Donc, en aire, ça fait donc une aire nulle. Donc, voilà. Et ça sera valable pour toutes les fonctions, que ce soit mes fonctions exponentielles, ma fonction ici qui donne la courbe de Gauss, voilà, tout ça à chaque fois. Donc, vous admettez la probabilité que x soit égale à une constante, elle vaut 0. Conséquence immédiate, eh bien, quand vous voulez chercher la probabilité que x soit strictement plus petit qu'un nombre, eh bien, ça reviendra à faire la probabilité que x soit inférieur ou égal à ce nombre. Donc on n'a pas de problème entre les inférieurs et l'inférieur strict. Ici, les probabilités donneront les mêmes résultats. Donc, ça veut dire qu'ici, pour le p de x strictement plus grand que c, eh bien, ça sera pareil que p de x supérieur ou égal à c. D'accord? Pourquoi? Bien, inférieur ou égal à c, ça veut dire que x est strictement plus petit que c, ou que x est égal à c. Donc je devrais faire la somme de ces deux probas. Mais p de x égale c, on a dit que ça va aller 0. Donc vous voyez que ces deux nombres sont les mêmes. Et pareil pour supérieur ou égal. Donc, on n'a pas de problème dans les probas continues sur les bornes, c'est-à-dire les bornes fermées ou ouvertes, ça ne changera pas les calculs. Et donc, si on considère un intervalle CD inclus dans notre domaine I, eh bien, la probabilité que x soit donc entre C et D, avec D inférieur ou égal, ça sera la même que la probabilité que x soit entre C et D avec 2 stricts. Ce sera aussi la même que si vous aviez un inférieur ou égal d'un côté et un strict de l'autre. Et pareil dans l'autre sens. Voilà. Toutes ces probabilités seront les mêmes. Elles sont égales à l'intégrale de la fonction, donc la densité de probabilité entre C et D. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas donc, pour les symboles stricts ou pas stricts. Et une conséquence non négligeable et importante à bien remarquer dès maintenant, c'est pour les contraires. Si vous voulez la probabilité, par exemple, qu'un événement va au moins, donc x vaut, on va faire une vraie phrase, x vaut au moins une valeur petit c. Eh bien, on va prendre le contraire. C'est 1 moins p de... Alors ici, donc au moins c, ça veut dire le contraire de au moins c, c'est x vaut strictement moins 2c. Donc quand on utilisait des lois binomiales, le contraire de supérieur ou égal, par exemple à 1, on va prendre vraiment l'exemple classique, donc au moins 1. Donc le contraire de au moins 1, eh bien c'est strictement moins de 1. D'accord? Donc p de x supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins p de x strictement plus petit que 1. Quand on était sur des lois discrètes, c'est-à-dire par exemple des lois où on a un nombre fini de valeurs ou des valeurs qui sont que isolées, c'est-à-dire on va de 1 en 1 ou de 2 en 2. Voilà. Ici, la probabilité que x soit strictement plus petit que 1, dans une loi binomiale, ça donnait 1 moins p de x inférieur ou égal à 0. On passait tout de suite à l'entier inférieur. Ici, ça va être complètement différent parce que entre 1 et 0, on a une infinité de valeurs et donc on ne va pas pouvoir dire ça dans les lois continues. Eh bien, le contraire de supérieur ou égal à 1, on fera 1 moins p de x strictement plus petit que 1, ça sera 1 moins p de x inférieur ou égal à 1. Il n'y a pas de problème parce que en p de x égale 1, il ne se passe rien parce que p de x égale 1, ça vaut 0. Donc ici, si vous voulez le contraire de x supérieur ou égal à c, il faudra faire 1 moins p de x plus petit que c, qui revient exactement même que x inférieur ou égal à c. Donc ça peut paraître assez étrange dans des lois binomiales avec des entiers, mais quand les nombres sont sur des intervalles, ça ne pose aucun problème, parce que je vous rappelle, la règle numéro 1 est très importante, c'est que la probabilité que x soit égal à c, elle vaut 0. Et donc du inférieur ou égal ou du inférieur strict, ça revient en même quand on fait des probabilités continues. Donc ça va être difficile évidemment de bien assimiler tout ça, c'est pour ça qu'on va faire beaucoup d'exemples. Et donc évidemment, je vous invite à faire les exercices qui vont arriver sur ces lois. Donc on commencera par des exemples généraux, et après on fera les 3 cas importants, donc loi uniforme avec des constantes. On commencera d'ailleurs les premiers exemples là-dessus, parce que c'est assez abordable. On n'a pas le problème de calcul d'intégrale. Ensuite, en vraiment deuxième grande partie, les lois exponentielles, très intéressantes. Calcul d'intégrale avec des primitives assez simples. Et dernier, loi normale avec des primitives qu'on ne peut pas trouver, et donc on fera les calculs de probabilité grâce à la calculatrice. Il y a des menus qui sont tout préparés pour ça. Voilà.
Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. J'espère pas vous avoir effrayé avec ce chapitre, mais c'est vraiment un beau chapitre qui nous attend. Voilà. À très bientôt.